une question de réflexion-réfraction. Donc on vous parle de miroir, donc ce sera de la réflexion. Et la loi, c'est que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Et donc quand on a un miroir, il faut toujours regarder une normale. L'angle d'incidence, il est ici. Et l'angle de réflexion, il est là. Ok, alors il faut tracer des petites normales. On a notre rayon incident qui arrive là. Et on a l'angle incident qui est ici, qui vaut, comme on a un angle droit avec les deux ensemble, il vaut 40 degrés. Voilà, et de l'autre côté, donc on a 40 degrés, et donc on a 50 degrés. Donc même si les angles avec des rayons avec le miroir sont aussi égaux, la loi, elle se fait avec les angles incidents et réfléchis avec la normale. Donc vous voyez qu'ici, il n'est pas bien dessiné, c'est juste illustré. Et donc on peut s'amuser à en faire un autre, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Alors ce qu'on peut se dire, c'est que de l'autre côté avec le miroir, il va aussi y avoir cette histoire de le nouveau rayon incident et le nouveau rayon réfléchi. On va avoir de nouveau des angles égaux. Alors ce qui est assez... Il fallait le voir, mais ici on a un triangle. Et donc dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés. Et donc on a déjà 120, on a déjà 50, et il nous reste 10 degrés qu'on peut aller indiquer dans le dernier angle. Et donc on a le dernier petit angle rebondi sur le miroir, là-bas. Voilà, donc avec la somme des angles dans un triangle, on pouvait s'en sortir. Donc une question sur la réfraction avec un prisme qui est fait en plastique. Donc il y a de l'air, du prisme en plastique. Et on vous donne l'indice de réfraction du prisme. On vous dit que son indice de réfraction est de racine carrée 2, et l'air, on ne vous le dit pas, mais l'indice de réfraction de l'air, c'est 1, et ça, il vaut mieux le connaître. Alors, on vous dit qu'il y a un rayon lumineux qui rentre dans le prisme comme ça, et un autre qui rentre comme ça. Alors, vous voyez qu'ils rentrent tous les deux perpendiculairement, c'est-à-dire qu'ils sont sur la normale au dioptre. Alors, quand on est sur la normale au dioptre, l'angle d'incidence est nul, et l'angle de réfraction est nul aussi. Donc si vous voulez, vous pouvez vérifier la loi, mais quand vous avez un sinus de 0, ça vaut 0. Et donc N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Et si l'un vaut 0, pour avoir 0, il faut que l'autre vaille 0 aussi. Donc ça, c'est la loi. Mais voilà, donc le rayon traverse, tout droit sans être dévié. Il arrive sur le deuxième dioptre. Donc qu'est-ce qui va se passer sur le deuxième dioptre ? Ici, il arrive avec un angle d'incidence qui est différent de 0. Il arrive avec un angle d'incidence qui est là. Alors, comment savoir tous les angles de ce triangle ? On a les 30 degrés. On sait qu'ici, c'est un angle droit. Et donc là-bas, on a 60 degrés. Si on coupe ici verticalement, on a à nouveau 90 degrés et 60 degrés. Du coup, comme on a un angle droit, là, on a 30 degrés. Et donc, en complémentaire de 30 degrés, on a 60 degrés. Donc, l'angle d'incidence du rayon 1 sur le dioptre vert est de 60 degrés. Et comme on passe du plastique, qui est un milieu d'office plus réfringent que l'air, parce qu'il n'y a rien de moins réfringent que l'air, donc quand on va passer le deuxième dioptre, il va y avoir une accélération. Et donc le rayon qui arrive avec 60 degrés va se retrouver avec un truc plus grand. Il va s'écarter de la normale. Donc l'angle réfracté sera supérieur à 60 degrés. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il sera tellement supérieur à 60 degrés qu'il sera aussi supérieur à 90 degrés ? Est-ce que le rayon va pouvoir sortir du prisme ou bien est-ce qu'il y aura réflexion totale ? Alors pour pouvoir savoir si cela arrive, le plus facile, la technique que j'ai choisie, je ne sais pas s'il y en a d'autres, c'est de trouver l'indice. La technique que j'ai choisie, c'est de trouver le rayon incident limite. Donc le rayon à partir duquel justement on est égal à 90 degrés et on arrête de sortir du dioptre. Et donc l'angle limite, il correspond à un angle réfracté de 90 degrés.
Et donc on utilise toujours la même loi, N1 sinus I égale N2 sinus R. Ici les milieux vont être importants, on sort du prisme, donc le milieu 2 est l'air qui a un indice de réfraction 1, et on était dans le prisme, donc le milieu 1 a un indice de réfraction racine carrée de 2. On cherche l'angle d'incidence, mais on connaît l'angle de réfraction quand on a l'angle limite. Donc c'est 90 degrés. Sinus de 90 degrés, c'est 1. Et donc le sinus de l'angle limite est égal à 1 fois 1 divisé par racine carrée de 2. Alors, si je veux faire les arcs sinus, je regarde un petit peu ce qu'on me propose. Ça ne va pas très fort. Mais il m'a fallu du temps pour y penser. Mais mathématiquement, si on multiplie les deux par racine carrée de 2, on va se retrouver avec racine carrée sur 2. Et donc ça, c'est la valeur de 45 degrés. Donc si on fait l'arc sinus du sinus machin, donc on se retrouve avec 45 degrés. Et donc si on a un angle, un rayon qui arrive avec un rayon d'incidence supérieur à 45 degrés, l'angle réfracté sera plus grand que 90 degrés, donc il n'y aura pas réfraction. Et donc on voit que l'angle d'incidence du rayon 1 est de 60 degrés. Donc ça, on l'avait déjà repéré. Le rayon d'incidence ici, et on voit que donc l'incidence sur le dioptre vert du rayon 1 est supérieure à l'angle limite, donc il y a réflexion totale. Donc le dioptre BC n'est pas traversé par le rayon 1, donc il traverse AB, il rentre tout droit, mais il ne sait pas ressortir. Il va y avoir réflexion totale, donc il va être à 60 degrés ici. Pour le rayon 2, le dessin est un peu trop chargé. On va le refaire juste un peu à côté. Donc, de nouveau, il traverse un dioptre perpendiculairement et n'est pas dérangé. Il arrive sur les dioptres en face avec des angles qui correspondent à tous ceux qu'on a déjà dit. Donc, l'angle complémentaire de 60 est de 30 degrés. Et donc, l'angle d'incidence sur le dioptre qu'on va garder vert est pour le rayon 2. L'angle d'incidence est de 30 degrés. Et ça, c'est inférieur à l'angle limite. Et donc, le rayon va pouvoir sortir. Il va y avoir un angle réfracté qui sera supérieur à 30 degrés puisqu'on accélère, mais il ne sera pas de 90. Et donc, on va bien y avoir une réfraction, une accélération dans l'air. Mais le dioptre sera bien traversé. Il n'y aura pas de réflexion totale. Donc, le dioptre BC sera traversé par 2 et pas par 1. Pas de question sur les lentilles, alors que d'habitude, il y en a toujours. Donc la question 11 sur les charges, les champs et les choses comme ça. Alors, une charge ponctuelle A, une charge ponctuelle B qui se repoussent, elles sont de même signe. Elles se repoussent et la force subie par la charge A qui repousse, donc la force que B exerce sur A est de 0,5 Newton. Alors il y a exactement la même force de l'autre côté, de A sur B, 0,5 Newton. Pourquoi ? Parce que quand il y a une force électrique, elle dépend de la constante, je crois que c'est de Coulomb, des deux charges et de la distance au carré. Donc c'est une formule qui ressemble fort à celle de la gravitation. Et donc la force de l'une sur l'un est égale à la force de l'autre sur l'une, donc c'est la pomme et la terre, comme tout à l'heure. Et donc, ce qu'on vous propose de faire x2, si vous doublez la charge, si vous doublez une des charges, en fait la force va être doublée aussi. Donc vous aurez une force de 1 Newton. Que B exercera sur A, et vous aurez une force de 1 Newton que A exercera sur B. Donc les deux charges se repoussent de la même façon. Et donc la réponse est la grandeur subie par la charge A double, et non, les deux varient, double et double, voilà, ça double et ça double. Donc les deux doublent, elles sont toutes les deux identiques avant, elles sont toutes les deux identiques après, et elles ont doublé parce qu'une des charges a doublé. Alors, toujours une histoire de charge. 3 charges électriques sont disposées sur les coins d'un carré. On place une charge électrique positive dans le dernier coin. On ne dit pas le signe des autres. Quelle est la direction de la force résultante qui s'exerce sur cette charge ? Donc les charges sont identiques. Et donc, on va imaginer d'abord qu'on avait déjà des plus aussi, mais on verra qu'avec les moins, c'est pareil. Donc des charges plus, ça se repousse. Des charges plus, ça se repousse. Et charge plus, ça se repousse. Voilà. Et donc, les trois forces ici, c'est
c'est ce que celle qu'on vient d'ajouter a fait subir aux autres, et donc c'est ce qu'elle-même subit aussi, hein, donc c'est chaque fois réciproque. Et donc si on veut additionner toutes les forces qu'elle reçoit, donc elle reçoit celle-ci qui est l'opposé de celle-là, on va additionner celle-là qui est l'opposé de celle-là, et on va additionner celle-là qui est l'opposé de celle-là. Et donc ce qu'on a comme force totale, en partant de ce départ-là, en additionnant les trois, et en arrivant là-bas, on est dans la diagonale du rectangle. Donc la force qu'elle subit, la force totale, est bien dans la diagonale du rectangle. On peut s'amuser à le faire pour 3 moins, dans laquelle on apporte une petite plus. Et donc là, on va avoir des attractions. Donc la nouvelle va attirer les 3 charges vers elle. Et en retour, les 3 charges vont l'attirer aussi. Donc la première, je fais celle-là. Et donc elle va être attirée. La deuxième, elle va l'attirer. Et la troisième, elle va l'attirer. Et donc on se retrouve avec un départ. Ici, une arrivée là-bas. Et on voit que la force, si on avait fait à l'échelle, est dans la diagonale. Alors, maintenant, toujours de l'électricité, mais avec des charges qui bougent, des circuits électriques. On a un circuit, cette question-là, je l'ai déjà vue. Je ne sais pas si c'est dans les syllabus de Namur ou ailleurs, mais on l'a déjà posée en préparation. Donc, tant mieux pour ceux qui avaient trouvé cette question. Alors, un circuit ouvert, un circuit fermé, et le rapport des résistances quand on ouvre et on ferme le truc. Alors, ce qu'on sait, c'est que les 3 résistances sont les mêmes. Moi, dans ces cas-là, j'aime bien simplifier les choses et imaginer que c'est 1 ohm. Ce sera facile pour les calculs. Alors, on va d'abord calculer la résistance pour le circuit fermé. Donc, quand le circuit est fermé, on a 2 et 3 en parallèle. Et donc, la formule pour calculer la résistance totale, c'est en 1 sur. Et donc, vous avez 1 sur 1 plus 1 sur 1, ça vous fait 2. Et donc attention que c'est l'inverse de la résistance 23, et donc la résistance 23 c'est 1,5. Alors il y en a qui le savent par cœur, quand on a 2 résistances identiques en série, la résistance totale des 2 est la moitié. C'est parce qu'en fait vous laissez 2 chemins au lieu d'un, et donc c'est 2 fois plus facile que un seul chemin. Donc résistance 1,5 ohm, mais on a aussi 1 qui est en série, 1 en série de 23, donc la résistance totale sera R1 plus R23, donc 1 plus 1,5, ça vous fait 1,5 ohm. Ça c'est le circuit fermé. Ok, maintenant le circuit ouvert, vous n'avez plus que R1 et R3 en série. Dans ce cas-là, la loi c'est R13 est égal à R1 plus R3. Donc 1 plus 1 égale 2. Donc la résistance circuit ouvert est de 2 ohms, la résistance circuit fermé est de 1,5 ohms. Alors j'imagine que la tension ne change pas, U est idem, et donc on va dire que U1, enfin U fermé et U ouvert en fait, U fermé est égal à U ouvert. Et la loi qu'on va pouvoir utiliser, c'est Youri. Il y a Youri qui tombe dans le puits, mais là ce sera Youri. Et donc RI pour le circuit fermé est égal à RI pour le circuit ouvert. Et donc 1,5 fois I est égal à 2 fois X, parce que ce qu'on cherche, c'est l'intensité du courant quand il est ouvert. Et donc X, ce qu'on cherche, est égal à... donc X est égal à 1,5 sur 2I. Donc 1,5 sur 2I, c'est 3/4 de I. Voilà, donc le nouveau courant est 3/4 de l'autre courant, parce que les résistances passent de 1,5 ohm circuit fermé à 2 circuits ouverts. Donc une deuxième question sur les circuits. Donc on imagine un circuit, on peut dessiner, hein, et on ajoute une deuxième résistance dans ce circuit. Alors la première chose qu'on vous dit, c'est ajouter une résistance dans un circuit n'a pas d'incidence sur la chute de potentiel mesurée aux bornes des autres résistances. Alors les chutes de potentiel, c'est en fait les tensions, hein. Donc si on veut mesurer la tension avec un voltmètre, on doit se placer chaque fois aux bornes des résistances ou de
ou du générateur. Et ce qu'on vous dit ici, c'est le fait d'ajouter une résistance avec sa propre tension ne va pas déranger les autres. Si on la met comme ici en série, en fait, elle va déranger. Parce que dans un circuit en série, le U total est égal à la somme des différentes choses. Donc si on rajoute une deuxième résistance, donc le U que doit fournir le générateur est égal à la somme des différentes tensions nécessaires à toutes les résistances. Et donc, si on a une deuxième résistance, elle prend une partie de la résistance du générateur, et donc celle-ci en a moins que celle qu'elle avait avant. Par contre, en parallèle, U est la même partout. Donc, ceci, c'est OK en parallèle, mais non en série. Donc, si jamais les questions changent un peu, comme ça, vous avez d'autres réponses à d'autres questions. Alors, donc ça, la tension, elle peut être embêtée ou pas selon où on la met, et on ne précisait pas où. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'incidence. Ça a parfois une incidence, en fait, selon là où on la met. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que la résistance totale augmente, quel que soit l'endroit où elle est passée. Donc, qu'elle soit placée en série ou en parallèle, la résistance augmente. En fait, non. En série, les petits électrons qui ont envie de passer dans le circuit, s'ils doivent passer à travers deux résistances au lieu d'une, c'est plus difficile. Donc, si on a une R en série en plus, donc c'est plus difficile pour l'électron. Et moi, j'ai toujours entendu résistance, résister, empêcher les électrons de passer. Si maintenant, par contre, vous avez un circuit et vous venez placer la résistance en parallèle, mais tous les petits électrons qui ont envie de passer, mais ils auront 2 fois plus facile puisque la moitié sera partie de l'autre côté. Et donc, dans ce cas-là, R en parallèle, R en plus, en parallèle, en plus, ça, ce sera plus facile. Pour la flopée d'électrons, ils auront 2 chemins au lieu d'un. Donc la facilité, quand c'est en série, la résistance totale augmente, ça c'est en série. Et quand on en met une en parallèle, la résistance totale diminue, ça c'est en parallèle. Et donc c'est pas quel que soit l'endroit, ça dépend où on la met. Alors il n'y a plus que la dernière, alors soit la question est mal posée, elle est neutralisée, soit c'est la bonne réponse. Et donc, on a parlé de l'effet que pouvait avoir la nouvelle résistance sur la tension, sur la résistance. Alors maintenant, il reste la puissance. Alors, la puissance totale, est-ce qu'elle peut être réduite ? J'aime bien le peut être réduite parce que ça veut dire que c'est possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, les formules, c'est Youri tombe dans le puits. Et donc, grâce à ces 2 formules, on peut remplacer le U par RI. Et donc, on voit que si la résistance, ce qu'on cherche, que c'est la puissance totale dissipée, peut être réduite. Donc, est-ce que la puissance peut être réduite ? Mais dans ce cas-là, il faut que la résistance soit réduite. Et on a dit que la résistance totale du circuit, si on met une deuxième résistance dedans, va diminuer. Donc, c'est possible d'avoir une résistance qui diminue et donc une puissance qui diminue aussi. Donc, la dernière réponse est donc bien vraie.